voulu raconter des histoires. Je pense que les enfants dessinent tous. Et puis il y en a qui s'arrêtent. Moi, je me suis jamais arrêté. Donc quand on a envie de raconter une histoire et qu'on aime dessiner, à un moment donné, ça devient de la bande dessinée. Et voilà. Je peux répondre clairement à 13 ans. Mais quand on me pose la question à quel moment j'ai voulu faire de la bande dessinée, pas forcément mon métier, j'ai pas d'âge. J'ai l'impression que j'en ai toujours fait. Et c'est à partir de 13 ans que c'est devenu une ambition. Donc je faisais de la bande dessinée parce que j'aimais la lire d'abord. Et puis, enfin voilà, c'est comme... il y en a certains, ils aiment la musique, ils aiment l'écouter, puis à un moment donné, ils ont envie de prolonger ce plaisir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent de la musique. Moi, j'en lisais, c'était Strange à l'époque. C'était Métal Hurlant, j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, mais voilà. Et j'ai eu envie de prolonger le plaisir, donc je me suis mis à dessiner. Voilà, et faut savoir que je vivais à l'époque à Toulon. Et à Toulon, il y avait un gars qui faisait des stages de bande dessinée. J'avais des potes qui s'étaient inscrits à ce stage. Et puis bon, ils m'ont dit, bon, on va faire ça. J'ai demandé à y aller. Mes parents se sont dit, pourquoi pas. Et j'ai eu une révélation, mais vraiment, comme on peut l'avoir en religion, quoi. J'ai eu, ouais, à un moment donné, je suis sûr qu'on peut même dire à quelle heure j'ai eu envie de le faire. Les 3 premières heures de ce stage, quand je suis parti pour ce stage, j'étais un gamin de 13 ans qui aimait faire de la bande dessinée. Quand je suis revenu, j'étais un gamin de 13 ans qui savait qu'il allait faire de la bande dessinée. Ma première rencontre avec Arleston et le projet L'Enfeust, ça aussi c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, de mon karma, c'est les rencontres. Les rencontres ont été vraiment déterminantes dans ma vie, aussi bien d'homme que d'auteur. J'étais un jeune dessinateur chez Soleil Productions, ce que je faisais ne marchait pas. J'habitais le sud de la France et Mourad, le patron de Soleil, m'avait dit, écoute, ce que tu fais ne marche pas, je ne vais pas pouvoir te garder éternellement. Je suis un patron d'entreprise, je ne suis pas mécène, tu as fait 3 albums qui n'ont pas marché. Voilà, tente encore un dernier truc et puis ça marche pas, je pourrais pas te garder. Ça commençait à sentir un petit peu la porte de sortie. Pour un passionné de BD que j'étais déjà, c'était dur. Et Mourad m'a dit, mais je comprends pas, t'habites le sud de la France, tu es dessinateur, Arleston habite le sud de la France, il est scénariste, vous êtes copains, vous êtes tout le temps ensemble au restaurant et tout et tout. Et pourquoi vous faites pas un truc ensemble? Chose incroyable, on n'y avait jamais pensé. Et donc j'ai été le voir. Et puis je lui dis, est-ce que tu as quelque chose dans tes tiroirs pour moi? Et il avait à l'époque 2 scénarios. Une qui s'appelait Zo 117, qui était la science-fiction, basée surtout sur le monde animal dans l'espace, tout ça. Donc quelque chose qui me faisait vraiment kiffer. Et une autre histoire qui me faisait pas du tout kiffer, qui s'appelait Le Monde de Troie à l'époque. Et l'histoire d'un rouquin avec son épée, la magie, et je dis, bon, ton truc là, ben j'y crois pas des masses. Et en plus, il y avait un dessinateur qui était en train de travailler dessus, et je dis, je vais pas lui piquer son truc. Donc Zo 117, ça je veux bien. Et le talent d'un scénariste, en plus d'écrire, c'est de savoir qui est fait pour, on va dire, pour mettre en place, pour interpréter sa partition. Et Arleston a réfléchi 2 secondes et il a dit, c'est marrant, Le Monde de Troie, je l'ai pas écrit pour toi, mais maintenant que tu es devant moi, j'ai l'impression que c'est pour toi en fait. Il m'a donné le scénario. Je l'ai dessiné et la grande surprise c'était que ça cassait pas 3 pattes à un canard comme on dit, mais par contre qu'est-ce que c'était bien à faire. Je me suis tout de suite senti bien dedans et tout paraissait pour la première fois évident. C'était évident que L'Enfeust était comme ça, c'était évident que Six était comme ça. J'avais l'impression d'avoir écrit. Et j'avais jamais eu ce sentiment. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé, le miracle, quoi. Il y a beaucoup de paradoxes à vivre. On souhaite le succès, mais on se dit que c'est pas pour nous. On y croit au moment de le faire, mais après, si on nous dit tu vas parier dessus, on n'y mettrait pas un centime. Mais en même temps, on a envie. Et il y a cette espèce de paradoxe. Donc, est-ce que je pensais que ça allait marcher? Non, puisque avant, de toute façon, ce que j'avais fait ne marchait pas. Et puis, on a fait quand même quelques séances de dédicaces.
Et là, pour la première fois, j'avais du monde devant moi et des gens avec les bouquins, qui connaissaient le bouquin, qui l'avaient déjà lu. Et on n'a pas touché terre pendant 6 mois. Hein. C'était incroyable. On n'imaginait pas que ce serait ce type de lectorat. C'était des familles et c'était des gens qui ne lisaient plus de la bande dessinée. Ça, c'est un truc qu'on a entendu. Ouais. Des gens qui disaient on a lu, ok, Astérix, tout ça, puis on s'est arrêté et puis on s'est remis à lire de la bande dessinée avec l'Enfeust. Ce qui, honnêtement, c'est juste énorme d'entendre ça. Mais de toute façon, j'ai toujours eu ce sentiment, et encore aujourd'hui, qu'avec l'Enfeust, j'ai enfilé un costume trop grand. Ça renvoie à un statut, on va dire, auquel je me dis, c'est pas possible. Mais pourtant, c'est là. Donc, je le constate. Mais après, il y a une partie en moi, pas qui le rejette, mais qui a du mal à comprendre vraiment. Je l'accepte, je suis bien obligé de l'accepter avec le temps. Mais je ne suis pas sûr que j'en ai vraiment pris toute la mesure. Après, est-ce que c'est important d'en prendre toute la mesure? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être même mieux de rester assez naïf. Et voilà, parce que ça va éviter le melon. Et c'est pas plus mal. Mon premier rapport avec, on va dire, du récit japonais, enfin, c'est plutôt les animés. Je vis les 10 premières années de ma vie en Algérie, dans le désert du Sahara. Donc c'est clair que là, la bande dessinée et le manga et la japanime, ça, il n'y a rien de tout ça. Et quand j'arrive en France à l'âge de 10 ans, en 76-77, on arrive dans les années Goldorak. Et moi, je passe personnellement des Thunderbirds, pour ceux qui connaissent, à Goldorak. Donc là, c'est clair, je suis scotché sur le canapé et je regarde ce truc et plus rien ne sera comme avant, c'est clair. Là-dedans, j'ai des coups de foudre. Il y a Goldorak bien sûr, mais Albator. Il y a eu un truc qui m'a séduit terriblement. Il y avait quelque chose que je sais pas, il y avait une ambiance incroyable là-dedans. Une poésie aussi, un rythme spécial, c'est ténébreux, ça faisait peur et c'est fascinant en même temps. Et puis Cobra, ça a été, là c'est la grosse claque. Luis 31, tout ça. Mais moi je fais partie de la génération Club Dorothée hein, aussi, donc voilà. Et puis après dans les années 90 évidemment, Toriyama, Dragon Ball, tout ça. Alors après, mon rapport au manga direct, c'est-à-dire sur support papier, là on arrive dans les années 90, c'est là qu'il arrive, hein, on va dire, le manga. Moi dans les années 90, j'ai envie de dire, je suis déjà embarqué dans un train dans lequel il n'y a pas de manga, puisque je suis déjà un professionnel. Je tombe de la page, et j'ai pas le temps de vraiment regarder ce qui sort. Et bien sûr, j'ai pris une énorme claque avec Akira. Ça, c'est sûr, on s'en remet pas. Et puis tout ce qui va avec, hein. Après, on va dire tout ce qui est un petit peu dans la même veine, avec Appleseed, tout ça. Mais on est dans les années un peu avant l'Enfeust. Je suis à Toulon, et donc je crée un atelier de bande dessinée pour le mercredi après-midi, qui me permet d'avoir un peu de sous. Et donc je fais un peu le prof. Moi je suis là, je leur explique c'est quoi la BD, et finalement eux ils m'expliquent c'est quoi le manga. Et en fin de compte, je me demande même si j'ai pas plus appris à leur contact qu'eux ont appris au mien. Je me suis retrouvé avec du gummy dans les mains, avec voilà. Et puis après des OAV aussi, des tas de choses. Je comprenais rien à tout ça. Ils m'ont donné les clés pour le comprendre. Et là, là ça a été une grosse claque. Après, il y a le fait que je suis rentré ensuite vraiment dans l'Enfeust qu'on m'a limite en religion, c'est-à-dire j'ai bossé. Donc après, j'ai perdu un peu le contact avec le manga, mais aussi avec le franco-belge et le comics aussi. Et là, je m'y remets parce que j'ai des filles. Cat size, voilà. Et donc du coup, voilà, et c'est super parce que, encore une fois, finalement, le manga, j'aurais toujours eu besoin d'une génération d'en dessous qui me prennent par la main et qui me dit viens, regarde, c'est super. Toriyama et évidemment Otomo. Ça c'est pour le support papier. Après Matsumoto pour son univers et Terazawa aussi, Cobra pour son univers.
c'est de la survie pure. Pour la survie, c'est le renard qui se coupe la patte. C'est ça, en fait. C'est perdre un morceau pour garder la vie. Il s'avère que lui, ça repousse, mais il fait à chaque fois un sacrifice. Et ensuite, après, il y a le côté, cette malédiction qui fait qu'il brûle et qui... En fait, on se demande si, si finalement, s'en remettre de ses blessures aussi vite, c'est pas finalement une malédiction, parce qu'il vaudrait mieux qu'il meure, quoi. Une douleur pareille, c'est à devenir fou. Et voilà. Mais c'est une survie physique, c'est une survie mentale, c'est une survie à ce que l'homme... En fait, quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, il l'est. Il l'a toujours été, il le sera toujours. On pourra toujours dire que ah, c'est terrible. C'est pas que c'est terrible, c'est un fait. Il faut mettre de côté le bien, le mal. L'homme est un loup pour l'homme, point barre. Après, si on met ça dans une partie civilisée, c'est mal. Parce qu'il faut vivre ensemble, parce qu'il faut des lois, parce qu'il faut des règles. Bah, sinon c'est sûr qu'on va s'entrebouffer. C'est souvent la colonne vertébrale de tous les récits post-apocalyptiques. C'est on enlève les règles, que va faire l'homme là-dedans? C'est ce qu'on retrouve dans les récits Mad Max, c'est ce qu'on retrouve dans du zombie, c'est ce qu'on retrouve dans tout ce qui est post-apo, hein, voilà, et dans Fire Punch, bien sûr, voilà. C'est le don de soi aussi, mais au sens propre, voilà. Et puis c'est aussi des choses tabous. Il y a de l'inceste dedans quand même. Et d'un autre côté, on n'arrive pas à... C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une partie en nous qui dit non, il ne faut pas. Et en même temps, on comprend que ça ne peut pas être autrement, puisqu'il y a des pulsions quand même, il y a des choses. C'est ainsi. C'est un peu comme si le docteur Jekyll que nous sommes est obligé de regarder un petit peu la part de Hyde qu'il y a en nous, parce que c'est terriblement commode de dire que ce sont les autres les Hyde. Non, nous sommes comme ça. C'est aussi un peu se poser cette question, quel est l'assassin qui est en nous aussi? Le rapport au sang, le rapport à la violence. Est-ce que nous sommes vraiment violents? Est-ce que nous sommes moutons ou loups? Est-ce que nous sommes... On n'a pas ces réponses. Et quelque part, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de sortir cette part de nous. Mais c'est aussi à ça que servent ces récits, à se poser cette question. Le premier réflexe, c'est de dire toujours oui, parce que c'est kiffant. On me propose d'aller jouer dans un autre bac à sable avec des nouveaux jouets, bien sûr que je vais dire oui. Après, je connaissais pas Fire Punch, donc c'était cool parce que je me suis mis à le lire, j'ai découvert quelque chose, je trouve ça intéressant. Et puis c'est évident à un moment donné de jouer sur le chaud, le froid, la brûlure, la douleur. C'est assez simple, ça m'est venu assez naturellement. Ça vient ou ça vient pas, là c'est venu, voilà. Et non, c'était chouette, moi j'aime bien. Ça me permet aussi de moins me sentir pendant quelque temps dans l'enfeuse, parce que quand on fait l'enfeuse pendant une vingtaine d'années et que c'est à 90% ou 99% ça fait un peu du bien de temps en temps, ouais, un peu d'oxygène, autre chose. Et puis là, je me retrouve dans une interview à parler d'autres choses, et c'est intéressant aussi. C'est toujours stimulant. Après, j'ai appris à me détacher du style d'un dessinateur, sauf évidemment, si j'ai une énorme admiration pour lui, c'est difficile parce qu'il va y avoir un affect. C'est difficile de se détacher d'un affect. Si demain on me demande de faire un dessin hommage à la quête de l'oiseau du temps, Loisel pour moi est quelqu'un d'important. C'est sûr qu'il va me falloir un peu de temps pour avoir les mains un peu moins moites, parce que voilà, je vais un peu trembler. J'ai eu il y a un an, je crois, on m'a demandé de faire une couverture, une variante aussi, pour les Avengers. L'avantage Fire Punch, c'est que je ne connaissais pas. Donc j'ai pas eu ce sentiment un peu parasite. J'ai pris en pleine poire le récit, et ensuite je me suis dit, ben voilà, je viens de recevoir cette partition, à moi de la réinterpréter avec mon style. Voilà. Je suis soliste, qu'est-ce que je peux faire avec cette partition? On ferme un peu les yeux, et puis on regarde un peu à l'intérieur de soi-même, qu'est-ce que je peux en sortir, et puis boum, c'est sorti ça tout d'un coup.
C'était simple, c'était brut. Voilà, c'est sorti comme ça. J'ai pas plus d'explications que ça, c'est de l'instinct en fait. C'est difficile à expliquer l'instinct. Pour moi, cette couverture, c'est juste un moment que les gens peuvent voir. Ça serait autre chose si je devais dessiner à l'intérieur du bouquin. Donc j'ai regardé ce qui m'avait en tant que spectateur, ou lecteur, mais en spectateur parce que c'est visuel, ce qui est resté en tant que persistance rétinienne en fait. J'ai feuilleté, j'ai lu Fire Punch, j'ai fermé. Qu'est-ce qui reste? Et moi, le truc qui m'a marqué, c'est ce qu'on voit, hein, c'est... Hop, je vais le monter. C'est ça. C'est ce œil-là, qui m'a marqué. C'est cette espèce d'œil qui coule, un peu comme une statue de cire, et qui n'est plus un œil, mais qui a encore un œil. Et qui nous regarde, il y a un côté, c'est la douleur et la folie. Et c'est ce que je disais avec Jekyll et Hyde, hein. C'est là on a l'homme, et on a le docteur Jekyll, et là on a Mr. Hyde, quoi. Voilà, mais évidemment c'est cette partie-là qui nous intéresse, celle-là on la connaît. On termine la saga de l'Enfest Odyssée, donc voilà, qui clôt 10 ans de travail là-dessus, ce qui fait que ça enclenche la réflexion quant à l'après l'Enfest Odyssée. Dans cette réflexion, il y a quelque chose qui s'est immiscé, c'est que je suis en train de lancer, on va dire, j'espère, ce sera au lecteur de le décider, peut-être la deuxième partie de ma carrière en tant qu'auteur complet. C'est-à-dire que je suis en train de... J'ai signé un triptyque chez Glénat, d'un western intergalactique. C'est pas un hasard si je parlais tout à l'heure de Albator et de Cobra, parce qu'on est complètement dedans, et il y a de la tête de mort dans cette BD que je fais, il y a de la tête de mort dans l'espace, hein, sur des vaisseaux, donc c'est vraiment des choses que j'ai chevillées au corps, quoi. Ça s'appelle Dolores, c'est le nom d'un vaisseau, le UCC Dolores, et on est dans du western intergalactique pur, donc voilà, vieux vaisseau rouillé, flingue, voilà, une course au trésor, des Indiens dans l'espace, tout ça, machin, je me fais un gros plaisir. Donc j'ai le trac. Je suis pas un lecteur de manga au départ. J'ai été touché par le propos. Donc si quelqu'un comme moi, qui n'est pas au départ un lecteur de manga, a été touché par Fire Punch, c'est qu'il y a quelque chose d'universel là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui peut toucher un lecteur de comics, un lecteur de franco-belge. Il y a un truc internationalement malsain, mais donc juste. C'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de... Voilà, Mais quand je dis malsain, ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter, qu'il faut l'éviter. Dans l'existence, il faut se confronter à des choses négatives. On n'a aucune défense immunitaire si on n'est pas malade. On a besoin d'être malade pour se préparer, pour que notre corps se prépare à la maladie et fasse des anticorps, etc., etc. Un enfant qui n'est jamais malade est un enfant qui ne se défendra jamais au niveau de son corps. C'est pareil pour l'âme. Et il faut être confronté à des choses. Et je pense que Fire Punch nous met comme ça devant un miroir où on est obligé de se regarder en face. Et moi j'ai bien aimé, voilà.